Nous savons que l'histoire de la chute de l'Empire romain est bien plus complexe et nuancée que nous le souhaiterions, surtout pour les historiens qui aiment les récits simples et faciles à enseigner. Je dirais même que la chute de Rome est peut-être la chute d'un empire la plus complexe et la plus souvent mal enseignée de tous les temps. Nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur quand elle est tombée, ni où elle est tombée. Était-ce en 476 après JC lorsque Romulus Augustus a été contraint d'abdiquer par le général germanique Odoacre? Était-ce quand le dernier empereur romain légitime Julius Nepus a été assassiné? Était-ce en 486 lorsque le dernier vestige romain occidental est tombé à l'ouest? Était-ce en 578 lorsque le royaume mauro-romain est tombé? Est-ce vers 650 que l'empire romain d'Orient a perdu la moitié de son territoire? Était-ce en 751 lorsque l'exarchat de Ravenne est tombé? Était-ce en 1204 lorsque Constantinople a été mise à sac, ne se remettant jamais de cet événement brutal? Constantinople est-elle tombée en 1453? Ou était-ce en 1478 lorsque les derniers vestiges de l'Empire romain d'Orient sont tombés? Tu vois, c'est une histoire hilarante et complexe. Et un point de grand intérêt, c'est bien sûr ce qui est arrivé à la vieille Rome, à la ville fondatrice où toute l'histoire a commencé. Ce qui lui est arrivé après la chute. Dans de nombreuses vidéos, j'ai abordé ce sujet où nous pouvions voir comment la ville s'est transformée au fil de nombreux siècles, passant du spectacle le plus glorieux que l'humanité ait jamais vu à un triste champ, de ruines et de pâturage pour vaches. Mais une période particulièrement intéressante dans la ville de Rome, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, est lorsque Rome était à nouveau sous le contrôle des Romains après la chute de Rome. Après la dissolution de l'État romain occidental. Rome était gouvernée par des rois germaniques qui, pour la plupart, régnaient au nom de l'empereur romain d'Orient. Nominativement, l'Italie faisait partie de l'Empire romain, avec Constantinople comme capitale. Mais les rois germaniques, Odoacre et plus tard Théodoric, avaient le véritable contrôle. Mais pas grand-chose n'a changé à Rome elle-même. Pendant cette époque, la ville, en 500 après Jésus-Christ, après la soi-disant chute, ressemblait beaucoup à ce qu'elle était, disons, en 470 après Jésus-Christ. Mais ensuite, en l'an 536 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Orient a décidé de reconquérir la province perdue de l'Italie, l'ancien cœur de l'Empire romain d'Occident. Et il a en effet réussi partiellement à le faire. Rome et l'Italie étaient à deux de nouveau sous le contrôle direct de l'Empire romain d'Orient, complètement pendant environ 10 ans et partiellement pendant environ 200 ans. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour Rome ? Comment était-ce dans la ville de Rome durant ces 200 années sous ce nouveau contrôle romain d'Orient? Nous avons déjà établi plusieurs fois sur cette chaîne que la ville de Rome a décliné de manière dramatique à cause des guerres gothiques, qui est le nom de ce conflit de 25 ans entre l'Empire romain d'Orient et le royaume austro-gothique. Alors que Rome aurait encore pu avoir entre 100 000 et jusqu'à 200 000 personnes vivant à l'intérieur des murs auréliens vers 500 et après JC, ce qui était encore la plus grande ville d'Italie, était bien sûr bien loin de la population maximale de Rome d'1 million. Toutefois, après les guerres gothiques, la situation changea radicalement. En 560, la population avait chuté à un nombre incroyablement bas de 30 000 personnes. Lorsque la guerre gothique n'était toujours pas tout à fait terminée et que le général romain oriental Narcisse se battait encore contre les derniers restes gothiques, francs et autres germaniques en Italie au milieu des années 550, il s'installa à Rome où il vivait prétendument dans l'ancien palais des Césars sur la colline palatine. Les finances de l'Empire étaient épuisées après la longue guerre. Il ne restait donc pas beaucoup de fonds pour restaurer la grande ville de Rome à sa gloire passée. Après tout, le tissu de la ville, alors que ses parties extérieures tombèrent déjà en ruine, était encore assez intact et aurait pu être restauré si la volonté et les fonds nécessaires avaient été présents. Nous savons que Narcisse a réparé certains ponts de la ville et restauré les murs auréliens. Justinien lui a déjà envoyé les sanctions pragmatiques en 554 qui ont officiellement fait de l'Italie à nouveau une province de l'Empire romain avec pour capitale Ravenne.
En tout point, Narcisse agissait en tant que vice-roi de Justinien et plus tard de Justin II, et donc beaucoup l'appellent réellement le premier exarque. La légende veut que Narsès ait été tyrannique et que les Romains de la ville aient été lourdement taxés. On a même dit qu'il avait pillé le temple de Jupiter sur la colline du Capitole en 572, le dépouillant de ses dernières statues restantes pour s'enrichir. Il est difficile de dire combien de cela est vrai, mais cela pourrait être une exagération. Cependant, il pourrait y avoir un grain de vérité dans tout cela. Et donc les Romains pourraient effectivement avoir souffert sous son règne. Il aurait ensuite été rappelé et contraint de prendre sa retraite à Néapolis. Il aurait été irrité par l'impératrice Sophia, épouse de Justin II, et donc il aurait envoyé un message aux Lombards les invitant en Italie. Cependant, beaucoup doutent de cette histoire car son corps a été plus tard renvoyé à Constantinople et sa retraite paisible ne correspond pas non plus à ce récit. Pendant ce temps, Rome commençait quelque peu à se remettre des ravages de la guerre gothique. L'exarchat de Ravenne a été officiellement établi en 584 et cela a amené un nouveau flux d'immigrants à Rome. La peste des années 590 a cependant été un revers. Cependant, au début des années 600, beaucoup de réfugiés de l'Est sont venus à Rome. Fuyant la guerre sassanienne et ainsi la population de Rome a commencé à augmenter à nouveau pour atteindre environ 50 000 personnes. Soit dit en passant, le Sénat de Rome ne s'est jamais vraiment remis de la guerre gothique et a été considérablement réduit en taille et en stature, surtout parce que Justinien craignait le Sénat et a grandement diminué son pouvoir. Cette nouvelle affluence de personnes, et l'influence romaine orientale, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, a également entraîné une influence grecque assez visible à Rome. Les habitants de Rome vivaient près de la rivière Tibre. Et la zone du campus Marcus, donc uniquement les parties centrales de Rome, était encore habitée. La gigantesque ville était tout simplement trop grande pour une simple trentaine à 50 000 personnes. La plupart des aqueducs, qui autrefois approvisionnaient le million d'habitants de Rome en eau fraîche. Au total, ils étaient 11 en nombre. La plupart d'entre eux avaient été coupés lors du siège de 537 par les Goths. Maintenant, seul l'Aqua Virgo fonctionnait encore avec une certaine fiabilité. Les anciens bains avaient cessé de fonctionner et tombaient en ruine, mais au centre de Rome, il y avait encore de la vie au Forum, où vous pouvez encore aujourd'hui trouver l'arc intact. De Janus et du temple rond d'Hercule Victor, un quartier grec s'est développé à un certain moment, dans la seconde moitié du VIe siècle. Cette zone était appelée Schola Graeca, et c'était un complexe initialement peuplé de marchands grecs, syriens et égyptiens, ainsi que de fonctionnaires de l'exarchat de Ravenne et donc du gouvernement impérial à Constantinople. Plusieurs vagues de réfugiés de l'Est ont ajouté à la population alors qu'ils fuyaient les guerres et les persécutions, l'avancée de l'islam et plus tard la violence de la controverse iconoclaste dans l'Est chrétien. Ce quartier grec est devenu un secteur économique important de la ville et a été autorisé à se gouverner avec très peu d'interférences de la part du Sénat, et plus tard des papes. En parlant des papes, au début des années 600, ils avaient commencé à prendre le pouvoir dans la ville de Rome. Depuis le Sénat avait, comme nous l'avons dit, commencé à diminuer, le dernier acte connu du Sénat de Rome était de redédier une colonne tétrarchique dans le Forum Romanum à l'empereur romain d'Orient Phocus, mais déjà à ce moment-là, le pape était probablement la figure motrice, puisque Phocus avait renforcé la papauté à Rome, contribuant ainsi davantage à la disparition de l'ancien Sénat romain qui, peu de temps après, a complètement disparu. Dès lors, ce sont les papes qui ont exercé la plus grande autorité à Rome et ils supervisaient également les projets de construction de la ville. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses églises ont bien sûr été construites pendant ces 200 ans de règne romain oriental, d'environ 550 à 750. Il y a par exemple Santa Maria in Cosmodi, très proche du quartier grec précédemment mentionné. Le premier bâtiment date d'environ 550 après J. Césée,
où il a d'abord servi de centre de bienfaisance chrétien primitif, avant d'être transformé en église à un moment donné au 8e siècle. La tour de la cloche a été ajoutée beaucoup plus tard, au 12e siècle. Puis, il y avait Santa Maria Antica, qui a été construite déjà vers 450 sur le versant nord-ouest de la colline palatine. Mais pendant les années romaines orientales, de très belles peintures murales ont été ajoutées à partir d'un certain point dans les années 500, tout au long du 7e et jusqu'au 8e siècle. Nous pouvons clairement voir le style oriental romain distinct. Certains utiliseraient le mot byzantin, un mot que personnellement je n'aime pas, mais que je dois utiliser de temps en temps parce qu'il est couramment utilisé pour désigner ce beau et distinct style d'art romain oriental. Une autre église qui a été construite dans ces 200 ans était Sant'Agnese Fuori le Mura, qui a été commencée sous le pape Honorius Ier vers 630 après Jésus-Christ. Ici aussi, nous pouvons clairement voir l'influence romaine orientale qui avait été exercée par les gens de Constantinople sur Rome. Puis nous avons l'incroyable église ronde de San Teodoro al Palatino qui a été construite à un certain point du VIe siècle, possiblement quand Rome faisait déjà à nouveau partie de l'Empire romain. On ne peut pas vraiment compter l'église de Santo Cosma et Damiano parce que celle-ci était en réalité juste une redédication du temple de Romulus que Maxentius avait construit au début des années 300, et cette redédication en tant qu'église s'est produite en 527 avant que Rome ne refasse partie de l'Empire romain. Et on peut seulement semi-compter Santa Prassede parce qu'elle n'a commencé à être construite qu'en 780 après que Rome a cessé de faire partie de l'Empire romain oriental. Cependant, le style artistique était clairement toujours nettement byzantin. On peut certainement compter le dernier monument séculier qui a été érigé à Rome de la fin de l'Antiquité ou du début du Moyen-Âge, selon comment vous le voyez, à savoir la colonne de Phocas. En dehors de la construction de beaucoup d'églises, les papes et les exarques dont les papes étaient officiellement subordonnés ont aussi essayé de réparer les anciens aqueducs et de les entretenir au mieux. Au début du 7e siècle, seul l'Aqua Virgo fonctionnait avec une certaine fiabilité. Les autres 10 aqueducs, réparés de manière irrégulière après avoir été fréquemment coupés et mal entretenus, fuyaient et formèrent des marais sous leur jonction. En 602, après J. Brisseau, le pape Grégoire le Grand a regretté la très mauvaise condition dans laquelle se trouvaient les aqueducs. Il a décrit les aqueducs comme étant, je cite, tellement méprisés et négligés que, à moins qu'on leur accorde plus d'attention, ils tomberont entièrement en ruine en peu de temps. Fin de citation. Au début du 8e siècle, le pape Grégoire II a rétabli l'approvisionnement en eau des bains à San Lorenzo Fuori le Mura, l'église précédemment mentionnée, lorsque l'exarchat de Ravenne est tombé. Fait intéressant, le pape Adrien Ier a toujours entrepris des réparations majeures de 4 des 11 anciens aqueducs dans les années 770 et leur a ainsi assuré de fonctionner pour quelques décennies supplémentaires. Au 1er Xe siècle, les aqueducs brisés goûtaient et formaient des marécages stagnants porteurs de fièvre, et au Xe 1er E et Xe 1er E siècle, toute référence à des aqueducs fonctionnels avait disparu. Et ainsi, nous pouvons supposer qu'à un certain point, les papes avaient tout simplement abandonné l'idée de les réparer. Mais nous pouvons voir que tant que Rome faisait partie de l'exarchat, au moins certaines réparations ont été effectuées. Des ponts ont été réparés et les murs auréliens ont été réparés sur le Narsès. De nombreuses églises ont été construites. La colonne de Phocas a été redédicacée et les aqueducs ont également été réparés. Mais comme le pouvoir de l'exarchat s'affaiblissait, Rome commença alors aussi à tomber encore plus en ruine. On pourrait donc dire que même si Rome a, pendant les 200 ans de l'exarchat de Ravenne, considérablement diminué en population, il y avait au moins encore beaucoup d'activité et d'agitation dans le noyau ancien de la ville. En 663, un empereur romain mettrait même les pieds dans l'ancienne ville pour la dernière fois, dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. Donc, Rome à l'époque de l'exarchat était une ville très intéressante, une ville de contraste. Certaines des vieilles choses sont mortes et ont flétri, mais de nouvelles choses
ont été construites et entretenues également. Et donc cela a dû être une vue incroyablement intéressante et fascinante à contempler. Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible et vous auriez ma plus grande gratitude. Bien sûr, j'aimerais remercier tout le monde qui soutient cette chaîne. Vous êtes incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur la transformation de Rome d'une ville glorieuse en pâturage pour vaches, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur à quoi Rome devait ressembler immédiatement après la chute de 476, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Bene Valete.